3 longues journées, nos guerriers et notre État se renforcent. Nous sommes beaucoup plus forts et j'en suis sûr. Nous rentrons chez nous avec de nouvelles mesures de défense, davantage d'armes nouvelles et puissantes pour la ligne de front, davantage de protection pour notre peuple. De puissantes armes, donc des engagements que lui ont donnés ses interlocuteurs, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, et Emmanuel Macron, juste avant, qui a précisé hier soir sur TF1, dans le journal de Gilles Boulot, qu'il allait former, la défense française allait former des pilotes ukrainiens aux avions français. Écoutez. Nous avons ouvert la porte pour former des pilotes. Et en France, pilotes ukrainiens en France. Et ce, avec plusieurs autres pays européens qui y sont prêts. Je crois que des discussions sont en cours avec les Américains. Les formations peuvent commencer dès maintenant. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Les formations peuvent commencer maintenant. Alors, d'abord, est-ce que c'est vrai? Ça veut dire que des pilotes ukrainiens sont en France pour être formés? En tout cas, s'ils n'y sont pas, ils vont arriver. On sait qu'on a déjà commencé à former des pilotes ukrainiens et du personnel technique ukrainien sur un certain nombre d'équipements, en particulier sur des équipements solaires, sur les équipements de soutien et sur les équipements de tous les missiles qu'on leur a vendus ou prêtés ou donnés. Donc c'est ça qui est très important. Là, ce que ne précise pas le président, c'est sur quel type d'appareil on va former ces pilotes. Et on peut penser justement que dans un souci de cohérence, on va les former probablement sur les premiers stages de l'apprentissage du vol avec des appareils à réaction. C'est ça ce qui est important, c'est-à-dire on va les mettre à l'école de chasse française, par exemple. Mais attendez, on forme bien des pilotes. Ils ne sont pas vierges de formation de pilotage. Ce sont des pilotes ukrainiens. On n'en sait rien. C'est des pilotes. Les pilotes, il faut commencer par les sélectionner. Ensuite, il faut leur donner une formation initiale qui est en général sur un appareil à hélice. Et après, on passe sur un avion avec des réacteurs. Ah, mais c'est intéressant. Moi, je pensais qu'on allait prendre des pilotes ukrainiens et on allait leur apprendre, comme on le fait avec les tankistes ukrainiens, simplement à manœuvrer nos appareils. Vous nous dites, ils seront peut-être vierges de formation. On essaie d'expliquer depuis longtemps qu'un pilote, ça se forme sur un temps qui est beaucoup plus long. Des années. Voilà, exactement. Donc, dans ce parcours qui porte sur des années, il y a bien, comme vous le comprenez, différents stades. Encore une fois, on va commencer par voler sur un avion à hélice avant de passer sur réacteur et ensuite avant de passer sur des avions de chasse de dernière génération. Et à partir du moment où on sait que ce sont les F-16 qui sont les avions les plus répandus dans les pays de l'OTAN et que ce sont probablement des F-16 qui iront en Ukraine, pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de raisons à la fois techniques, tactiques. Eh bien, nous, on peut faire la formation des pilotes ukrainiens avant qu'ils ne soient transformés, comme on dit dans le jargon des pilotes, avant qu'ils ne soient transformés sur des F-16. C'est-à-dire qu'on va leur donner toutes les capacités de voler avec un avion à réaction, un avion de chasse. Et une fois qu'ils ont ces capacités, on les passera sur des F-16, probablement dans un autre pays européen. C'est d'ailleurs pour ça que le voyage de M. Zelensky, qui était assez focalisé sur cette problématique d'avion, il a été en Italie, en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne. Alors, on va rester pour l'instant sur l'annonce d'Emmanuel Macron pour essayer de comprendre. Donc on va commencer à former des pilotes. Quel effort ça constitue et quelle étape ça représente pour les Ukrainiens? Quel effort pour les Français en termes de formation, et quelle étape ça constitue pour les Ukrainiens? Xavier Titelman, précisément, est-ce que annoncer une formation des pilotes ukrainiens dès maintenant, c'est compliqué à mettre en place, ou est-ce que tout est prêt, les formateurs sont à disposition, les lieux, les Ukrainiens sont disponibles? Alors, les écoles existent. Après, est-ce qu'il y a de la place pour ajouter des Ukrainiens? Certainement. Je pense que ça a été calculé. On a des Alpha-Jet, on a beaucoup de types d'appareils différents. Après, c'est vrai que la vraie question, comme vient de le dire l'amiral, c'est à quel niveau de pilotage est-ce qu'on prend ces Ukrainiens? Est-ce qu'ils sont débutants? Auquel cas, c'est 1 an et demi, 2 ans. Est-ce qu'ils sont déjà qualifiés pilotes de chasse? Par exemple, on a des retours d'expérience dans l'armée française. Les pilotes de MiG-29 est-allemands, quand ils ont été intégrés pour être pilote sur Mirage 2000, les avions que vous êtes en train de présenter à l'écran, c'était simplement 3 mois. Donc si on prend un pilote déjà formé, déjà opérationnel, juste pour le transformer en tant qu'équipier, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire du ravitaillement en vol, toutes les choses qui ne servent à rien finalement en Ukraine, c'est 3 mois de formation. Donc ça peut aller très très vite. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est pas parce qu'on les forme sur les avions français que ça va être pour des avions français. Les Britanniques, ils ont été plus précis que le président Macron. Ils ont dit
on va former les Ukrainiens pour qu'ils puissent piloter des F-16. Or, les Britanniques ne possèdent pas de F-16. Donc, éventuellement, ça pourrait être une montée en capacité. Mais on a quand même aussi une certitude, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes ukrainiens qui sont disponibles. Puisque sur la petite soixantaine de chasseurs ukrainiens qui ont été détruits, une grande majorité a été détruite au sol tout au début. C'est-à-dire que les avions ont été détruits, mais les pilotes sont toujours vivants et ils sont disponibles. Et on sait qu'ils ont beaucoup plus de pilotes que d'avions, même s'ils en ont reçu plusieurs dizaines par la suite. Et donc, ce potentiel, c'est qu'on a quand même des pilotes ukrainiens qui ont déjà un certain niveau de qualification et ça pourrait être assez rapide. Alors pourquoi n'a-t-il pas été plus précis, précisément, si je puis dire, Emmanuel Macron ? Parce que c'est pas à son niveau que ça se décide, ça va se décider au niveau des états-majors, ça va se décider au niveau des académies de formation, je pense notamment probablement à l'école de l'air, à Salon de Provence, ça va se décider avec les différents partenaires, puisqu'il a dit qu'on allait le faire en coopération, très certainement avec les Américains, avec les Britanniques ou les Allemands, parce que c'est nous qui avons aujourd'hui les moyens et les facultés de pouvoir se répartir en quelque sorte les choses. C'est de la montée de génération de force, c'est exactement ce qu'on fait dans le processus de Ramstein, où quand on dit on a besoin de chars, on a besoin de missiles, on a besoin de choses, chacun apporte sa quote-part, et ensuite on coordonne. Et là, c'est ce qui risque de se passer. Moi, je n'exclus même pas d'ailleurs qu'il puisse y avoir sur le sol français éventuellement une formation sur des F-16. Rien ne l'empêche. Mais c'est vrai que ce serait plus facile pour nous de former sur ce que l'on sait faire, c'est-à-dire la formation initiale, comme l'amiral l'a dit, et puis ensuite, pourquoi pas sur Mirage, en sachant que les pilotes qui savent conduire un Mirage, ils pourront également faire de la formation sur des F-16 ou sur d'autres appareils qui tous sont compatibles dans le format OTAN. Et c'est ça le plus important. C'est que cette formation qui est donnée pour conduire, pour piloter des appareils de chasse, j'allais dire, à partir du moment où les appareils se ressemblent, à partir du moment où ils ont les mêmes codes, où ils ont les mêmes procédures, et les mêmes armes. Et les mêmes armes, bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Quel est le bénéfice pour les Ukrainiens à court terme ? D'une part, ils entraînent leurs pilotes dans un espace aérien qui est protégé, et qui n'est pas menacé par les Russes. Ça, c'est la première chose. Ils font voler leurs jeunes pilotes, ou leurs pilotes pas encore tout à fait confirmés, dans un espace aérien qui est tout à fait protégé. Les Russes n'en sont pas attaqués l'espace aérien français. Donc ça leur permet d'avoir une pépinière qui se développe dans de bonnes conditions. Et par conséquent, c'est beaucoup plus facile d'amener ces pilotes sereinement au top de leur capacité avant de les envoyer sur le front. Donc vous voyez, ça c'est un avantage extraordinaire. Pour vous donner un exemple... Quel bénéfice aujourd'hui ? C'est une garantie. Aujourd'hui pour les Ukrainiens face aux Russes ? C'est une garantie qu'ils se réservent, leur réserve de pilotes va être protégée et que leurs pilotes vont continuer à alimenter tranquillement, donc la question... efficacement leur stock de pilotes confirmés, disponibles pour les opérations. Donc, à court terme, en termes d'efficacité militaire dans le rapport de force russe, ça ne sert pas. Mais ce ne sera pas du tout immédiat. Non, voilà. C'est ce que surtout si c'est de la formation initiale. C'est de la formation initiale, ça va durer des années. Certains vont avoir la formation initiale de 1 à 2 ans, mais pas tous les pilotes. Certains pilotes seront confirmés. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu tout de même 12 pilotes ukrainiens qui se sont rendus aux États-Unis pour regarder la formation de F-16. Et ça, c'était une mission, on va dire, de renseignement, mais il ne faut pas oublier que cette étape a eu lieu. Donc cette coordination avec les Américains dont parle Emmanuel Macron est réelle. Il y a cette volonté, comme le disait François Clémenceau, qu'il y a une discussion avec les Américains concernant les F-16 pour être sur un système, et ça peut paraître débile comme ça, mais sur un système anglophone, puisque la majorité des Ukrainiens, on ne va pas les former à des avions français alors que les instructions sont en français. Donc les former aussi sur des instructions qui sont en anglais. Donc, également. On va les former pour conduire ou piloter des F-16 et pour piloter des avions français. On va les mettre, c'est-à-dire que le F-16, ce serait la piste privilégiée. Les deux. Donc aussi on va leur donner une double formation. Le plus, on a en stock, on a en majorité des F-16. C'est comme les chars Léopard. Et donc il y a en stock. Les Occidentaux. C'est pas la France. L'OTAN. On va regarder l'état des stocks français. Nous, on n'a pas de F-16. Non. Ni le Royaume-Uni d'ailleurs. Donc on a des Mirages, on a des Rafales. On a des Hercules, des Hercules, pardon. Oui, on avait failli avoir des F-16. Et des 400. Xavier Titelman. Donc le Rafale arrive. Question évidemment que tout le monde s'est posée hier. On forme les pilotes, c'est pour livrer des avions, logiquement. Oui ou non ? Alors, moi je le souhaite depuis très longtemps. Et pas forcément sur le stock que vous venez de présenter. Il y a notamment l'été dernier, il y a des Mirage 2000C
qui étaient donc dans l'armée de l'air française, qui ont été retirés du service. C'est-à-dire que c'est des avions qui sont maintenant sous cocon, qui potentiellement pourraient être modernisés, remis en état, pour être revendus. C'est ce qu'on a fait avec des avions précédents, comme le Mirage F1. Il y a plein d'avions. Quand ils arrivent en fin de vie, au niveau qu'on estime nécessaire pour l'armée française, on les revend à d'autres pays. Là, ces avions, ils sont sortis de parc l'été dernier. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien les moderniser. Par exemple, ajouter certains équipements comme une deuxième centrale à inertie qui permettrait de lancer des missiles de croisière, notamment l'équivalent des missiles Scalp. Donc le potentiel français, sans toucher à un seul avion de l'armée de l'air aujourd'hui, il pourrait quand même être de fournir au moins un escadron, une douzaine d'avions aux Ukrainiens. Et si la formation dure 3 mois, si on prend les Ukrainiens là début juin, c'est-à-dire qu'en septembre, potentiellement, on peut avoir des avions de chasse français, des Mirage 2000, s'ils sont remis en état, qui pourraient être disponibles sur le territoire ukrainien pour participer, par exemple, à des missions de défense aérienne, parce que c'est des avions qui peuvent intercepter les missiles qui vont arriver, ils pourraient faire des missions de bombardement, ils pourraient potentiellement également lancer des missiles de croisière. Mais il y a quelque chose qui est important, c'est qu'en réalité, jusqu'à maintenant, on avait peur de donner ces avions parce qu'on se disait c'est une montée en puissance. Mais on a fait autre chose, et les Américains en particulier, c'est qu'ils ont réussi à adapter des missiles occidentaux sur les avions soviétiques et particulièrement les MiG-29. Et toute la panoplie d'armes qu'on estimait nécessaire pour faire la contre-offensive, qui sont les bombes guidées de précision qu'on appelle les JDAM avec une capacité de 500 kg jusqu'à 1 tonne, ils les ont déjà utilisés à Bakhmout. Les missiles anti-radar qui remontent jusqu'à la source d'émission d'un radar, les AGM-88, ils sont adaptés sur MiG-29, ça marche super bien. Maintenant, peut-être qu'ils sont en train de travailler pour mettre des missiles RR à longue portée qui s'appellent les IM-120, 150 km de portée. Les Russes, sur leur territoire, vont être en danger. Donc on a tout un potentiel qui est en train de monter en puissance. Les Storm Shadow qu'on a vus cette semaine, c'est également quelque chose qui est tout à fait nouveau, probablement tiré à partir des Sukhoi 24. Donc il faut comprendre que finalement, l'urgence d'avoir des avions de chasse en Ukraine, elle est un peu moins urgente, tout simplement parce que le potentiel de ces avions de chasse a été adapté sur les avions de chasse soviétiques. Et ça, c'est vraiment important. On peut peut-être se permettre de prendre 3 à 6 mois de plus parce qu'aujourd'hui, ils ont déjà ce qu'il faut pour leur contre-offensive. Alors, encore une question, parce que vous devez nous quitter. Si je comprends bien, ils en ont moins besoin qu'au tout début de la guerre, ils sont adaptés. Et par ailleurs, s'ils n'ont pas d'avion français, c'est pas très grave, parce que ce sont encore et toujours les F-16 qui peuvent évidemment leur être le plus utile. Donc nous, hier, la phrase d'Emmanuel Macron, la porte ouverte à la formation des pilotes ukrainiens, ça n'est pas l'annonce de livraison d'appareils français. Pas forcément. Non, c'est pas l'annonce. C'est plus utile de les former que de les livrer. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On pourra aller plus loin ensuite. Peut-être qu'on les donnera. Peut-être que c'est le package complet. Si on veut être très rapide, il faudrait donner ces Mirage 2000 si on les a remis en état. Mais effectivement, on pourrait former des pilotes pour ensuite les transformer très rapidement en 3 mois sur F-16 avec d'autres pays. Et là, il y a plein de pays européens qui possèdent des F-16. Les F-16 belges sont en train d'arriver en fin de carrière. Il y a beaucoup de pays européens qui sont en train de renouveler leur flotte, notamment au profit de F-35. Mais vous avez des pays qui l'ont déjà annoncé, les Pays-Bas, la Finlande avec leur F-18. Donc finalement, il y a un grand paquet de pays qui peuvent fournir ces équipements. Les L-239 tchèques également, qui sont des avions relativement modernes. Donc il y a beaucoup de potentiel qui est en train d'arriver. Mais effectivement, l'urgence qu'on imaginait, parce qu'on voulait avoir ces avions pour la contre-offensive, aujourd'hui, finalement, on va pouvoir s'en passer parce que les Ukrainiens ont déjà acquis les briques technologiques. Pour finir, Xavier Titelman, donc cette ouverture de porte à la formation des pilotes ukrainiens par Emmanuel Macron, c'est important ou c'est epsilon, c'est une goutte d'eau dans l'effort que fournissent les Alliés? Est-ce que c'est un crantage? Est-ce que dans la gradation, c'est important ou pas? Non, c'est quelque chose qui était quand même déjà annoncé. Il ne faut pas oublier qu'en juillet de l'année dernière, les Américains ont annoncé qu'ils avaient budgétisé la formation de pilotes de chasse. Donc en fait, la France agit plus qu'elle ne parle. Et ça, c'est une particularité, c'est que tous nos voisins font beaucoup de marketing, nous, on agit. Et tant mieux. Là, c'est clairement une étape supplémentaire. Je pense que la fourniture d'équipements sera une étape plus importante que la simple formation. De la même manière que la fourniture de missiles de croisière par les Britanniques et peut-être demain par les Français est une étape supérieure au fait de simplement former des pilotes. Donc là, la vraie annonce opérationnelle intéressante, c'est oui, on se projette dans le futur pour faire monter en puissance les Ukrainiens, qui, je le rappelle, ont reçu encore plus d'une vingtaine d'avions de chasse de la part de leurs alliés, mais des avions soviétiques type MiG-29. Mais par contre, la grosse annonce, c'est le fait de fournir encore des chars légers, et ça, c'est vraiment une puissance qui va continuer à arriver très rapidement.
Merci beaucoup Xavier Titelman d'avoir été en direct avec nous sur LCI. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef digital d'Air et Cosmos. Pour la contre-offensive, Zelensky, il attend les avions ou pas ? Il attend la météo. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que vous pouvez avoir plusieurs scénarios de contre-offensive. Vous avez des contre-offensives, ça dépend des terrains en fait, ça dépend aussi de l'intensité de la contre-offensive que vous voulez mener. Par exemple, aujourd'hui, à Bakhmout, vous voyez les résultats qu'il finit par obtenir, kilomètre par kilomètre. Il mord sur ce qui était avant des positions russes. C'est très modeste comme gain. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un appui au sol par de l'aviation. En revanche, quand il faudra aller peut-être sur le front sud, sur Zaporizhzhia, puis ensuite sur Melitopol, peut-être que les chars légers vont faire leur travail en avant, mais peut-être qu'effectivement, il faudra à ce moment-là qu'il y ait de l'appui au sol. Est-ce que ce seront des avions occidentaux ? Pas forcément. On l'a dit, et Xavier Titelman l'a dit, ça peut être parfaitement des avions de fabrication soviétique avec de nouveaux armements qui soient capables de faire ça. Le plus important dans ce qui a été décidé, pour cette contre-offensive, c'est le fait que les Anglais, les Français, les Allemands, les Américains sont prêts à former de nouveaux pilotes pour pouvoir augmenter la capacité de l'Ukraine pour avoir de nouveaux appareils au moment où ce sera utile. Et quand les Français disent, vous savez, pour nous, il n'y a pas de tabou, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Ça veut dire qu'on ne s'interdit rien, mais que c'est préférable de parler d'abord de la formation des pilotes avant de parler de la livraison d'avions. Ça fait sens, c'est cohérent. Avec une pression quand même sur les F-16 Absolument. qui continue de la part des Ukrainiens en permanence. On a toujours travaillé dans une forme de coalition. À chaque fois qu'on a voulu livrer quelque chose à l'Ukraine, on l'a fait en corrélation avec les autres pays, avec nos partenaires, pour pouvoir avoir un discours clair vis-à-vis de la Russie, parce que chaque envoi d'armes, c'est tout de même un message subliminal envoyé à Vladimir Poutine, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc à chaque fois qu'on décide de franchir un nouveau palier dans cette guerre, d'envoyer plus d'armes à l'Ukraine, on envoie aussi un signal à la Russie. Et le président Macron l'a dit clairement hier dans son interview, on ne fait pas la guerre à la Russie. C'était sa sémantique dans son discours. Donc, à chaque fois qu'on décide, par exemple, ça a été le cas pour les Léopards, pour les chars Léopards, ça a été le cas pour les HIMARS, à chaque fois on dit non au départ, puis on franchit le cap. Bien sûr, et donc, forcément, on va arriver à ce cap-là à un moment donné, puisque c'est une garantie d'une paix durable d'avoir ces avions sur le long terme. Mais ce n'est pas forcément ce dont ils ont besoin à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ce dont ils ont besoin, par exemple, à Bakhmout, ce sont des chars. Et Volodymyr Zelensky a précisé dimanche à Berlin qu'il y aurait une autre visite en Europe avant de lancer la contre-offensive, quand on lui a demandé. Donc on lui a demandé en quelque sorte, est-ce que vos cours sont achevés ? Est-ce que quand vous rentrez, c'est le bon moment, vous avez tout ce qu'il faut pour la contre-offensive ? Il a dit non, il faut que j'envisage un nouveau voyage. Le but, quand même, c'est de sanctuariser à moyen terme l'Ukraine, avec une aviation, une défense antimissile, une défense terrestre, etc. Il faut sanctuariser l'Ukraine, parce que pour l'instant, c'est la Russie qui est sanctuarisée. C'est la Russie qui n'est pas frappée à l'intérieur. Bon, là, il faut quand même, celui qui est agressé, c'est l'Ukraine. Donc, il faut sanctuariser l'Ukraine, il faut qu'elle ait une flotte au niveau de son aviation conséquente. Et là, oui, on franchit petit à petit toutes les étapes. Et ça, c'est très bon. C'est très bon le message qu'on envoie à Poutine en disant, bon, bah, tu vas dans une guerre longue, nous aussi. Nous aussi, on va dans cette guerre longue. Et c'est vrai que nous sommes très, comment dirais-je, pas impressionnés, mais quand même, si nourris des demandes des Ukrainiens d'avoir des armes tout de suite pour l'offensive. Et le message des Occidentaux, c'est on vous en donne, mais il y en a d'autres qui arriveront beaucoup plus tard. Ils voient plus loin. Et du coup, on se dit, mais à quoi ça sert d'attendre ? Sanctuariser À quoi ça sert d'attendre ? Et en sanctuariser réalité, l'Ukraine. c'est sanctuariser l'Ukraine. Ça s'inscrit effectivement dans une possible Lui donner des guerre moyens longue. pour son avenir aussi. On ne préjuge pas de la réussite de la contre-offensive de l'été, si j'ose dire, puisqu'on sait qu'elle sera plus du printemps, mais plutôt de l'été. On est toujours très tributaire de la météo, je vous le rappelle. Pour l'offensive. Pour l'offensive. Donc c'est vraiment un paramètre qu'il faut surveiller attentivement et que j'imagine tous les militaires surveillent en ce moment. Le deuxième paramètre... D'ailleurs, vous savez comment est le terrain en ce moment ? Aux dernières nouvelles, il était encore trop humide pour des manœuvres rapides. Donc, ce qui explique d'ailleurs que ça se concentre sur Bakhmout, où on n'est pas sur des mouvements de grande ampleur, comme vous le disiez fort bien. Et donc, voilà, c'est ça pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, il est nécessaire au niveau du président Zelensky qu'il ne dise rien
sur le moment où la contre-offensive se déclenchera, d'où cette phrase qui dit en passant qu'il va revenir avant le début. Donc voilà. Donc tout le monde dit ça peut pas être, ils vont pas faire la contre-offensive avant qu'il ne soit revenu. Donc on va guetter la prochaine venue du président Zelensky. Et si ça se trouve, ils vont attaquer demain matin. Donc voilà, il y a plein de gestes qui sont à la fois des gestes de désinformation et des gestes qui sont de l'information et du recueil de matériel. On a du mal à trier le grain de livret. Parce qu'il y a eu beaucoup de responsables ukrainiens qui ont pratiquement donné des dates pour l'offensive. C'est des leurs, ça. Vous avez 3 rendez-vous européens et atlantistes d'ici la mi-juillet. Vous avez la communauté politique européenne qui se réunit à Chisinau, en Moldavie. Et il est probable que Zelensky voudra en être, soit physiquement en tout cas, soit par vidéo. En revanche, le Conseil européen de fin d'année à Bruxelles, très clairement, Zelensky est invité. Et il y aura c'est 22 et 23 juin, je crois. Et puis ensuite, vous avez le sommet de l'OTAN à Vilnius, à la mi-juillet. Et alors, pourquoi faites-vous le lien avec la date de l'offensive ? Parce que Zelensky dit, j'ai besoin d'aller revoir mes amis européens et mes collègues, et mes partenaires de l'OTAN pour pouvoir recaler les fournitures, les livraisons, le calendrier pour pouvoir mener ma contre-offensive. Il y avait une analyse très intéressante. Attendez, Margot. Il y avait une analyse très intéressante dans le Washington Post concernant ce fameux sommet de l'OTAN à la mi-juillet, en disant que les Ukrainiens se posaient la question actuellement de savoir si leur intégration de l'OTAN va être réelle un jour ou s'ils doivent, sur le long terme, se positionner sur un modèle plutôt comme le modèle israélien, où là, ils devraient à chaque fois quémander à droite, à gauche pour avoir un soutien international. Et donc il y a véritablement cette question qui se pose au sein même de l'Ukraine pour savoir si oui ou non, avant ce sommet de l'OTAN, il y a cette volonté des partenaires de l'OTAN de les aider véritablement et de les inclure ou non. Ça, c'est un débat de fond qu'on peut dissocier du moment de l'offensive sur laquelle on s'interroge là juste maintenant. Les visites du président Zelensky, c'est aussi de se fixer et de fixer avec ses alliés les buts de guerre. Alors ça, évidemment, c'est top secret, personne n'en parlera, on ne sait pas ce qui se dit, on ne sait pas quels sont les arrangements qui sont pris, mais il est bien évident que chaque fois que les présidents se rencontrent, ils discutent de matériel un peu, et ils discutent beaucoup de politique fondamentale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vise, quels sont vos buts, est-ce qu'ils ont évolué, où est-ce que vous en êtes, parce qu'il faut préparer l'après-combat. Si vous reprenez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, elle a été émaillée de ces sommets au plus haut niveau entre les dirigeants des coalitions qui ont fixé les buts de guerre et qui ont fixé l'état final. On a été jusqu'à découper l'Europe à l'avance. Donc c'est ça qui se dit actuellement dans les chancelleries, c'est ça ce qui se dit surtout dans les présidences. C'est une réponse à ceux qui souhaitent ou qui espèrent ou qui tablent sur l'interruption de la guerre à très court terme. Non, mais là, c'est non. Là, c'est non. Là, c'est non. Par contre, ça n'empêche pas de préparer effectivement la sortie du conflit. Mais donc les combats continuent et la diplomatie aussi. Lui aussi dans la durée, oui, tout à fait. Et la sanctuarisation de l'Ukraine, à mon avis, ça fait partie des objectifs pour cette offensive. Là, actuellement, on a des tests, on a des leurres. Et ça peut, comme vous dites, commencer demain, comme dans un mois. Voilà. Un bon indice, c'est que quand même, ils s'en prennent maintenant au radar de défense antiaérienne. Et puis l'offensive ne sera pas la fin de la guerre. Par ailleurs, ce sera un indicateur du rapport de force. Du rapport de force, tout à fait. Voilà, donc merci beaucoup François Clémenceau d'avoir été avec nous. Vous restez bien sûr Margot, Amiral Vichot et Olivier Védrine.